Bon, je pense que l'on peut commencer. Donc, bonjour à nouveau. Je vous remercie donc d'avoir répondu présent à ce webinaire qui portera sur la présence française et la francophonie en Turquie. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de webinaire et j'attire votre attention que cette fois-ci, en fait, j'ai choisi un sujet moins technique, mais non des moins intéressants. Donc, j'ai préparé un PowerPoint donc, que je partage de suite. Donc, en tant que Français vivant en Turquie, nous ne savons pas forcément qui sont les Français de Turquie, sous quelle forme se manifeste cette présence française, ainsi que l'importance de la francophonie en Turquie. Donc, voici le plan de ma présentation. Donc, dans un premier temps, je m'attarderai sur l'identité des Français établis en Turquie, puis sur leur représentation devant les institutions françaises, ensuite sur les dispositifs en leur faveur, et enfin, je terminerai cet exposé en vous présentant l'éducation et la présence culturelle française en Turquie. Alors, qui sont les Français établis en Turquie? Donc, quelques chiffres. Donc, j'ai les chiffres qui m'ont été communiqués en août 2023. Le nombre de Français inscrits au registre des Français établis en Turquie était en août de 12 904. Nous avions 7 526 Français au niveau de la circonscription d'Istanbul et 5 378 pour la circonscription d'Ankara. Donc, ces 12 904 inscrits placent la Turquie au 27e rang sur le plan mondial. J'ouvre ici très rapidement une parenthèse pour vous rappeler que donc, la Turquie est divisée en deux circonscriptions. Donc, nous avons la circonscription d'Istanbul qui couvre donc Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ et Uşak. Donc, cette circonscription s'étale du consulat général de France à Istanbul. Et le territoire restant est du ressort de la section consulaire de l'ambassade de France à Ankara. On constate une légère baisse du nombre de Français établis en Turquie par rapport à 2022. Toutefois, il convient ici de signaler que l'inscription au registre des Français est facultative. Donc, c'est pour ça qu'on ne connaît pas forcément le nombre réel de Français qui vivent en Turquie. Ensuite, pour que vous ayez une idée de grandeur, sachez que les Français établis hors de France au 1er janvier 2023, ils étaient donc 1 683 915. Il s'agit une fois de plus des Français inscrits au registre des Français établis hors de France. Pardon. Sachez que les postes consulaires procèdent à des estimations du nombre de Français non inscrits au registre. Donc, on estime le nombre total de Français hors de France à plus de 2,5 millions. On a pu constater une légère augmentation du nombre de Français vivant hors de France. Et donc, cette augmentation est d'environ 4,2% par rapport à 2022. Et à titre de comparaison, les Turcs établis à l'étranger, ils sont plus de 6,5 millions selon le ministère des Affaires étrangères de Turquie. Et ceux d'origine turque seraient plus de 10 millions. Et donc, les trois pays dans lesquels il y a une forte population turque sont, comme vous en doutez très certainement, l'Allemagne au premier rang, suivi de la France. On estime à 750 000 Turcs en France. Et en troisième position, nous avons la Bulgarie. Pour revenir aux Français de Turquie, donc les profils des Français qui ont choisi de vivre en Turquie sont différents, relevant aussi bien du cœur que de la raison. Depuis de nombreuses années, la présence des Français en Turquie prend un autre visage. Avant, la communauté française était principalement formée de cadres et d'enseignants. Aujourd'hui, la majorité sont des binationaux qui viennent pour des raisons économiques et ou de recherche identitaire. Donc, dû en partie au retour croissant des franco-turcs descendants de la deuxième et troisième génération d'immigrés, le nombre de Français vivant en Turquie a beaucoup augmenté ces dernières années.
Ces binationaux, comme moi, représentent environ 65% de la population française. Ce sont des femmes et des hommes nés et diplômés de France, d'origine turque, qui démarrent ou poursuivent leur vie professionnelle en Turquie. Ce sont aussi les parents qui, une fois retraités, reviennent au pays. Puis, il y a les Français, franco-français. Donc, eux, soit ils sont mariés avec des Turcs, soit nous avons des Français expatriés qui sont là pour des raisons professionnelles. Ce sont principalement des cadres ou des personnes qui travaillent dans le secteur de l'enseignement. Et enfin, nous avons les Français retraités qui viennent donc en Turquie pour passer leur retraite. S'agissant de la répartition géographique, ces Français donc, vivent principalement dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara, Izmir, Bodrum, encore Antalya. Mais il y a aussi des Français, par exemple à Trabzon, on en dénombrait 55. À Gaziantep, il y a 118 Français inscrits au registre des Français. Ou encore, je peux vous citer à titre d'exemple Eskişehir, où il y a 227 Français. Donc, on retrouve des Français un peu partout en Turquie, ce qui s'explique par l'installation des Jeux nationaux. La France, donc, n'oublie pas ses ressortissants qui vivent à l'étranger et prévoit de nombreux droits en leur faveur, dont le droit d'être représenté devant les institutions françaises. Donc, dans un premier temps, sachez que vous êtes représenté par les conseillers des Français de l'étranger, dont j'en fais partie. En effet, moi aussi, je représente ces quelques 13 000 Français installés en Turquie. Donc, je vous représente auprès de l'ambassade en Ankara et des autorités consulaires françaises en Turquie. Donc, le consulat de France à Istanbul, le service consulaire auprès de l'ambassade et les consuls honoraires. Donc, nous sommes 4 élus pour la Turquie. Nous sommes les élus locaux et de proximité, donc qui représentent les Français de Turquie et non la France. La France, elle, est représentée par l'ambassadrice et par le consul général. Donc, nous soutenons et représentons les Français de Turquie localement au quotidien afin de simplifier ou d'aider à résoudre des sujets importants de leur vie. Donc, nous avons été élus pour 5 ans et non pour 6 ans, car les élections avaient été reportées d'1 an en raison de la crise sanitaire. Donc, nous avons été élus en mai 2021. Et sachez qu'au niveau mondial, il y a 442 conseillers des Français de l'étranger qui ont été élus pour 130 circonscriptions électorales. Pour ce qui est de la Turquie, donc je suis la seule d'origine turque. Et bien sûr, j'ai la nationalité française, sinon je n'aurais pas pu participer à ces élections. Et un petit rappel, donc, une fonction de conseiller, en fait, c'est bénévole. Que puis-je vous dire d'autres d'importants? Donc, nous avons de nombreuses missions et sachez qu'on se réunit régulièrement en conseil consulaire. Et dernière information intéressante à préciser, sachez qu'en tant que conseiller des Français de l'étranger, j'ai le statut de grand électeur qui m'a permis de voter aux élections sénatoriales organisées en septembre dernier pour élire les sénateurs des Français de l'étranger. Car effectivement, vous avez également des sénateurs à votre disposition. Donc, ils sont 12. Donc, nous avons 12 sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. Par contre, eux ne représentent pas une circonscription à l'étranger comme les députés, mais ils représentent une seule et même circonscription, la circonscription Monde. Donc, ils sont élus pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Donc, ici, vous avez le nom des sénateurs qui vous représentent. Donc, concernant l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, nous avons 3 sénateurs, Monsieur Jean-Pierre Bansard, Madame Évelyne Renaud-Garabédian et récemment élu Monsieur Jean-Luc Ruel. Ensuite, les Français de l'étranger sont représentés par le député de la 8e circonscription, donc les Français de Turquie. Donc effectivement, nous avons une représentation à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, il y a 11 circonscriptions pour ces élections. La Turquie, elle fait partie donc de la 8e circonscription, qui est également composée donc de Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège et les territoires palestiniens.
Et le député actuel qui représente notre circonscription est Meher Habib. La France, donc, qui n'oublie pas ses ressortissants établis à l'étranger, sachez qu'elle les accompagne donc, tout au long de leur vie par divers dispositifs mis en place en leur faveur. La majorité des Français qui vivent en Turquie sont en âge de travailler. Les Français qui viennent en Turquie pour y travailler peuvent ainsi bénéficier du statut public protecteur de volontaire international pour une première expérience professionnelle. Ainsi, de plus en plus de jeunes Français sont séduits par le volontariat international, le VI, et donc ils partent en mission professionnelle à l'étranger et ils bénéficient en plus du statut public protecteur de VI. Donc, sachez qu'ils sont sous la tutelle de l'ambassade de France pendant toute la durée de leur mission, qui peut aller de 6 à 24 mois. Il s'agit d'une mission rémunérée. Le VI est principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés ou demandeurs d'emploi de 18 à 28 ans. Il a pour ambition donc d'être un véritable tremplin vers une carrière à l'international. Donc, il existe deux types de VI. Le VIE, Volontariat international en entreprise, dans un premier temps. Donc, celui-ci, comme son nom l'indique, s'effectue au sein d'une entreprise française à l'étranger. D'ailleurs, sachez qu'en Turquie, il y a de très nombreuses entreprises françaises et on les retrouve dans divers secteurs comme dans le secteur automotive, agroalimentaire ou encore dans le secteur pharmaceutique. Ce VIE, en fait, présente de nombreux avantages. Donc, je les ai indiqués sur le PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est que pour un premier poste, les indemnités peuvent aller jusqu'à plus de 5 000 euros. Ensuite, la période de volontariat est comptabilisée pour la cotisation de retraite et les frais de voyage et de transport de bagages aller-retour sont pris en charge. Ensuite, donc, on a le VIA, le volontariat international en administration, qui s'effectue au sein des services de l'État français à l'étranger. Donc, ça peut être l'ambassade, les instituts de recherche, les bureaux Business France. Les volontaires internationaux sont alors sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou bien du ministère de l'Économie. Donc, sachez que ces VI ont généralement d'ailleurs le statut de détaché. Effectivement, pour travailler à l'étranger, il existe différents types de contrats de travail. Sachez que le détachement et l'expatriation sont ceux qui sont privilégiés dans le cadre de la mobilité internationale. Donc, en Turquie, nous avons de nombreux Français qui viennent donc y travailler, soit sous le statut des détachés, soit sous le statut d'expatriés. À cette occasion, la Turquie et la France ont signé une convention bilatérale. Celle-ci date de 1972 et cette convention bilatérale est relative donc à la sécurité sociale et donc elle répond à de nombreuses interrogations relatives aux travailleurs ressortissants de l'un de ces deux États. Donc très rapidement, je voulais le rappeler parce que généralement on confond le statut de détaché ou d'expatrié ou tout simplement on ne sait pas en fait qu'il y a une différence entre ces deux statuts et on a tendance à tout en dire expatrié, expatriation alors qu'en fait c'est pas forcément une expatriation. Le détachement, donc, au sens juridique du terme, c'est la situation dans laquelle le salarié reste sous la subordination de son employeur d'origine en France. Donc, il est envoyé à l'étranger pour une durée déterminée, en général relativement brève. Selon la convention bilatérale, le détachement peut être de 3 ans pour une première période. Il est possible d'aller au-delà de 3 ans, mais là, il faut l'autorisation des autorités compétentes des deux pays. Et au sens de la sécurité sociale, lorsqu'il y a détachement, le salarié reste affilié au régime de sécurité sociale français pendant toute la durée de son séjour à l'étranger. Ensuite, pour ce qui est de l'expatriation, cette fois-ci, au sens juridique du terme, c'est le salarié en fait qui suspend son contrat de travail avec l'employeur d'origine ou va le rompre, ou peut-être il va directement conclure un contrat avec la société locale, donc qui est en Turquie en l'occurrence. Et au sens de la sécurité sociale, ce salarié expatrié en fait sera rattaché à la CGK.
Donc, c'est la sécurité sociale turque. D'ailleurs, au plan symbolique, cette rupture va être marquée par le fait que la personne qui quitte la France doit rendre sa carte vitale. Ensuite, donc, le tissu social constitué par les Français de Turquie est très divers sur le plan financier. Et certains d'entre eux n'ont pas forcément une situation financière aisée. Eh bien, sachez que la France est là pour les soutenir, dans la mesure où la France leur permet de bénéficier de certaines aides sociales non conditionnées à une résidence en France. En effet, et normalement, le principe, c'est la territorialité de ces aides, mais il existe donc des exceptions. Pour cela, donc, pouvoir prétendre à ces aides sociales si vous êtes en Turquie, vous devez déposer un dossier auprès du consulat. Nous nous réunissons en conseil consulaire une fois par an afin de décider si oui ou non vous pouvez bénéficier de ces aides. Effectivement, il y a des conditions à remplir. Donc, il y a des dispositifs prévus pour les personnes handicapées, les personnes âgées ayant de faibles ressources ou les enfants en détresse. Donc, je vous ai indiqué les trois grands types d'aides qui peuvent être distribuées. Nous avons donc les aides dites régulières versées mensuellement, les aides occasionnelles répondant à des besoins ponctuels ou celles qui sont exceptionnelles, comme celles qui avaient été mises en place lors de la crise sanitaire. J'avais déjà fait un webinaire sur ces aides sociales. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez faire une recherche sur YouTube et y accéder, ou tout simplement me demander de vous envoyer le lien. Ensuite, sachez donc que les enfants français de famille ne disposant pas de ressources suffisantes pour assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité des établissements scolaires relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc l'AEFE, donc, ces enfants peuvent bénéficier d'une aide à la scolarité sous forme donc, de bourse scolaire. Les bourses sont attribuées en fonction de la situation financière et patrimoniale des familles, leur composition et la charge financière de la scolarité sur le budget familial. En Turquie, sachez que les écoles françaises dans lesquelles les enfants français peuvent se voir attribuer une bourse sont principalement donc le lycée Pierre Loti, l'école Petit Génie et la petite école à Istanbul, et le lycée Charles de Gaulle et depuis peu l'école maternelle Jean de La Fontaine à Ankara. Ces bourses ne sont pas un droit et sont octroyées chaque année dans la limite des crédits alloués au dispositif. À Istanbul, par exemple, pour l'année scolaire 2022-2023, l'enveloppe était de 2 727 191 €. Donc, le dossier de demande de bourse doit être déposé au consulat qui l'instruit. Ensuite, nous, une fois de plus, nous nous réunissons en conseil consulaire. Nous sommes en formation bourse scolaire. Donc, nous votons, nous analysons les dossiers, nous prenons donc des décisions concernant ces demandes de bourse. Puis, ces dossiers sont transmis à la Commission nationale des bourses scolaires, donc qui est à Paris, et cette commission a un avis définitif d'attribution. Sachez que des recours gracieux et contentieux sont possibles en cas de désaccord avec la décision de la Commission nationale des bourses scolaires. Et donc, cela me fait une très belle transition pour aborder la francophonie à travers l'éducation et la présence culturelle française en Turquie. Je pense que vous allez être très surpris par l'organisation en ce domaine de la France, car la France possède le plus important réseau d'enseignement à l'étranger, allant de la maternelle au lycée, et l'enfant pourra y suivre une scolarité très similaire à celle d'un enfant résident en France, les programmes et diplômes étant identiques. Donc, l'ouverture d'une école française nécessite la présence d'une communauté française d'au moins 1500 personnes dans une ville. L'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
Donc, l'AEFE est le principal acteur de l'enseignement français à l'étranger. Il gère les établissements d'enseignement français à l'étranger. Ses missions comprennent la gestion des moyens de l'État, donc personnel et investissement, l'aide aux familles, donc les bourses, ainsi qu'une responsabilité sur le suivi pédagogique du réseau. Les lycées français sont le symbole de fierté nationale, de rayonnement culturel et gage d'excellence, car ils ont un taux de réussite remarquable au baccalauréat, oscillant selon les années entre 95 et 99%. En Turquie, donc le lycée Pierre Loti à Istanbul et le lycée Charles de Gaulle à Ankara sont les deux principaux lycées qui dépendent du système éducatif français. Les enseignements sont conformes au programme du ministère français de l'Éducation nationale et s'adressent à la communauté francophone d'Istanbul et d'Ankara. Outre ces deux lycées français, il existe plusieurs institutions en Turquie qui dispensent au moins une partie de leurs cours en langue française. Donc, nous avons les lycées bilingues francophones en Turquie et tout d'abord les lycées congréganistes, appelés communément les Saints, pardon. C'est une association, donc l'association des écoles catholiques françaises de Turquie, qui forme plus de 5000 élèves répartis dans ces établissements. Donc 5 sont situés à Istanbul, Notre-Dame de Sion, Saint-Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie et Saint-Joseph, et un à Izmir, Saint-Joseph. Donc il s'agit de lycées qui assurent une formation de 5 ans, auxquels sont associées des écoles primaires. Malgré leur nom, sachez que le caractère confessionnel des saints s'est peu à peu estompé, puisque ces établissements se veulent neutres, politiquement et religieusement, et ont vocation à enseigner le libre arbitre et l'esprit critique français. Ces écoles françaises, en fait, sont des lycées turcs, ouverts par des étrangers. À ce titre, elles relèvent du droit turc, et les programmes scolaires sont identiques à ceux des écoles turques. Donc, elles sont reliées au MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, donc c'est le ministère de l'Éducation turc. Elles assurent toutefois un enseignement bilingue, turc et français, les matières scientifiques étant notamment enseignées en langue française. Cet enseignement bilingue permet aux élèves qui obtiennent le diplôme du lycée à l'issue de leur scolarité de bénéficier d'une dispense de baccalauréat qui leur permet d'intégrer directement les universités françaises. Ensuite, nous avons les lycées de la Fondation Tevfik Fikret. Donc, la Fondation Tevfik Fikret, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1964 par 14 universitaires turcs francophones, anciens élèves du lycée Galatasaray, qui souhaitaient doter la Turquie d'un enseignement de qualité. Cette fondation dispose donc de 2 établissements scolaires actuellement, situés l'un à Ankara et l'autre à Izmir. Donc, ces établissements scolaires privés bilingues francophones accueillent quant à eux plus de 2000 élèves, sous le contrôle toujours du ministère turc de l'Éducation. Et ils dispensent un enseignement de la maternelle au lycée conforme au programme turc. Toutefois, et une fois de plus, une large place est faite à la langue française au cours de la scolarité. Outre des cours de français en tant que langue étrangère, une fois de plus, les matières scientifiques sont dispensées en langue française. Et nous avons enfin le lycée Galatasaray, qui est donc l'une des institutions d'enseignement les plus anciennes et les plus prestigieuses de Turquie, qui bénéficie d'une longue tradition francophone. L'établissement actuel, autrefois lycée impérial, a été fondé en 1868. Donc un peu d'histoire. Donc sachez que c'est à l'initiative du sultan Abdulaziz, impressionné par la qualité du système d'enseignement français lors de son voyage à Paris en 1867, où il fut invité par Napoléon III à participer à l'exposition universelle, qu'est créé le lycée impérial de Galatasaray, où l'enseignement se fait essentiellement en français. L'influence de ce lycée sur le processus d'occidentalisation de la Turquie jusqu'en 1923 a été phénoménale. Il avait pour objet de former donc les futurs cadres de l'Empire ottoman selon les standards occidentaux
et a joué un rôle important dans l'histoire de la Turquie moderne, compte tenu de sa tradition d'ouverture et de modernité. La France a depuis 1868 apporté un soutien constant à ce lycée, qui accueille aujourd'hui donc plus de 1000 élèves de l'école primaire au lycée. La France assure la rémunération des professeurs français qui enseignent dans l'établissement. Donc toutes ces écoles, elles concourent au dispositif de la francophonie et au rayonnement du français en Turquie. Ensuite, afin de remplir les objectifs de cette diplomatie culturelle, plusieurs organismes agissent au nom de la France à travers le monde. En effet, la France possède un des réseaux culturels les plus denses et remarquables qui soit. Donc, nous avons les actions culturelles de la France en Turquie par le service de coopération et d'action culturelle, donc le SCAC. Ce SCAC est présent au sein de l'ambassade avec à sa tête donc un conseiller culturel de coopération et d'action culturelle. Il s'agit de Madame Sylvie Lemasson actuellement. Ce service est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de l'animation des actions culturelles de la France dans les domaines donc, culturels, éducatifs, universitaires, scientifiques, institutionnels et techniques, en collaboration avec l'Institut français et les partenaires locaux. L'OSCAC s'occupe de la promotion de la culture et de l'offre des formations françaises en développant un réseau de relations et d'échanges entre la France et un pays. Il fixe un programme annuel de soutien sur la base des recommandations du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'ambassade, ainsi que des partenaires de la coopération. Il anime en outre le réseau de l'Institut français et des alliances françaises conventionnées et assure aussi la tutelle des établissements scolaires français homologués. Ensuite, donc, nous avons les actions culturelles de la France en Turquie, qui sont menées par l'Institut français de Turquie et les alliances françaises. Donc, sachez que la diplomatie culturelle de la France s'appuie sur un réseau de 96 instituts français et plus de 800 alliances françaises dans le monde. Historiquement, la France a fondé son action culturelle à une époque où culture et diplomatie entretenaient d'étroites relations. Le français était d'ailleurs la langue des relations internationales. Cependant, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, en 1922, que la France dynamise son action culturelle en créant donc l'Association française d'extension et d'échange artistique, qui aujourd'hui est l'Institut français. Localement, sous l'autorité des ambassades, l'Institut français bénéficie d'une liberté d'expression totale et participe donc à la diversité dans un contexte de mondialisation, en affirmant sa compétence et son expertise en matière de promotion de la culture française dans le monde. À ce titre, il y a un outil d'influence et de coopération, ainsi qu'un pôle d'expertise et de conseil. Donc, pour ce qui est de la Turquie, en lien étroit avec l'ambassade de France et l'Institut français à Paris, l'Institut français de Turquie est présent dans 3 villes, donc Istanbul, Ankara et Izmir. Ces 3 sites au service du rayonnement de la culture et de l'esprit français en Turquie œuvrent à l'enrichissement des relations franco-turques. Donc, les missions de l'Institut français de Turquie couvrent un champ très vaste: enseignement et rayonnement de la langue française, coopération éducative et universitaire, information et documentation sur la France à travers ses médiathèques, coopération et diffusion culturelle et artistique, etc. Par ailleurs, sachez que l'Institut français de Turquie propose des cours de français en présentiel et en ligne. Ensuite, nous avons donc les alliances françaises. Celles-ci, elles ont 3 grandes missions: proposer des cours de français, mieux faire connaître la culture française et francophone, favoriser la diversité culturelle. Sachez qu'actuellement, les alliances françaises constituent le plus grand réseau culturel de ce type au monde et le seul à fonctionner ainsi, car contrairement à ses équivalents espagnols, donc l'Institut Cervantes allemand, l'Institut Goethe et britannique, le British Council,
Les alliances françaises sont créées le plus souvent par des initiatives locales et sont gérées par des étrangers sur place. En Turquie, nous avons l'Alliance française de Bursa. Il s'agit en fait de l'association culturelle Turquie-France de Bursa, créée en 1976, qui fait partie donc du réseau Alliance française depuis 2014. Et nous avons l'Alliance française d'Adana, qui a été fondée en 2007. Donc voilà, j'ai essayé donc de vous présenter les aspects les plus importants à mes yeux de la présence française et de la francophonie en Turquie. Sinon, sachez que la France dispose également d'un patrimoine immobilier en Turquie, mais je n'ai pas souhaité développer ce point dans ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. Je regarde très rapidement donc s'il y a des questions qui ont été posées. Non, je n'ai pas de questions. Donc voilà, je peux terminer ce webinaire. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Sachez que le mois prochain, j'ai l'intention de faire un webinaire sur le sujet entreprendre en Turquie. Donc je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.